Bonjour à tous, c'est Hugues, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va porter sur les questions techniques. Les questions techniques, c'est vraiment le thème dont vous redoutez le plus pour vos entretiens donc en finance, en M&A, en private equity, etc. Donc l'objectif de cette série de vidéos va être de vous parler de trois questions techniques. Trois questions techniques qui ont entre guillemets beaucoup de chances de vous être posées lors de vos entretiens. Mais qui ne sont pas non plus classiques, qui sont entre les questions assez rares et les questions classiques. Donc par question classique, je vous entends les questions comme méthode de valo, bridge, process M&A, etc. Et donc là, ça va vraiment être des questions qui ont des chances de tomber, mais dont on ne vous parle pas forcément beaucoup et qui nécessitent peut-être un peu plus, disons, de réflexion, plutôt que les questions classiques qui, elles, nécessitent beaucoup de révision, beaucoup de bachotage. Bon, pas que, hein, il y a aussi pas mal de réflexion derrière. Voilà, c'est une grosse phase d'assimilation d'informations, alors que là, je vais peut-être essayer d'aller justement un petit peu plus loin que simplement bachoter. Et avant de vous présenter les trois questions techniques de ce premier épisode et bien sûr de vous y apporter les réponses, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout, si cette idée de série vous plaît, n'hésitez pas à le mettre en commentaire de cette vidéo parce que si je vois que finalement ça ne vous plaît pas, en fait je pense que je ne vais pas en faire beaucoup et au contraire, si je vois que ça vous intéresse beaucoup, ça me motivera et je continuerai à sortir d'autres vidéos. Donc la première question dont je vais vous parler porte sur les états financiers, que sont donc le compte de résultat, le tableau de flux de trésorerie et le bilan, en anglais le P&L, le cash flow statement et la balance sheet. La première question est une question qu'on pose souvent en entretien, qui est la suivante. Si vous deviez choisir parmi ces trois états financiers-là un seul état financier pour regarder la santé financière d'une société, lequel choisirez-vous? Là, je vous laisse un tout petit peu de temps pour réfléchir. Enfin bref, je vous invite à mettre pause sur cette vidéo parce que je vais vous donner la réponse. La réponse, c'est qu'il faut choisir le tableau de flux de trésorerie, donc le cash flow statement, tout simplement parce que celui-ci, en fait, regroupe une partie du P&L, une partie de la balance sheet. Et donc les trois parties du tableau de flux de trésorerie, que sont donc le cash flow from operating activities, le cash flow from investing activities et le cash flow from financing activities, en fait, ça vous permet de voir, donc, comme j'ai dit, la santé financière de la société, de voir si elle consomme trop de cash ou au contraire si elle génère assez de cash, de flux de trésorerie. Et ça vous permet de voir si justement la société est en bonne santé ou pas d'un point de vue bien sûr financier. Parce que si vous voyez que tous vos flux de trésorerie sont dans le rouge, notamment celui lié aux activités, ça montre bel et bien qu'il y a un problème d'un point de vue opérationnel, mais également d'un point de vue gestion de la société. Et la petite question bonus aussi, on va dire la sous-question de cette première question dont je vous parle, c'est parfois on peut vous poser la question plutôt si vous deviez choisir que deux états financiers parmi les trois, lesquels choisirez-vous? Et donc là, j'imagine que vous avez la réponse, mais il faut choisir le bilan, donc la balance sheet, et le compte de résultat, le P&L, tout simplement parce qu'à partir de ces deux états financiers, vous allez pouvoir reconstituer le tableau de flux de trésorerie, le cash flow statement. Voilà pour la première question. L'objectif de cette série, c'est vraiment que je vous apporte les réponses, disons qu'il faut vraiment donner lors des entretiens et de ne pas aller non plus trop dans le détail. Si vous voulez au contraire j'aille dans le détail pour les futurs épisodes, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Mais j'essaie d'être, disons, le plus efficace possible. La deuxième question est la suivante. Imaginez qu'il existe une société, disons la société RampUp, qui a un EBITDA qui est positif depuis ces 20 dernières années et que malheureusement, cette année, elle fait faillite. Est-ce que vous pouvez nous donner des raisons qui pourraient justement expliquer le fait que cette société, malgré son EBITDA positif depuis des années, fasse faillite aujourd'hui? Donc là, pour répondre à cette question, il faut réfléchir justement à la question suivante, en fait, qu'est-ce qui n'est pas compris dans l'EBITDA? Donc vous pouvez mettre pause parce que je vais vous apporter la réponse, enfin les réponses. En l'occurrence, il existe plusieurs réponses, mais moi je vais vous donner trois possibles raisons qui pourraient faire en sorte qu'une société avec un EBITDA positif fasse faillite, entre guillemets du jour au lendemain, enfin, d'un coup. La première raison, c'est le fait qu'elle ait effectué des trop grosses dépenses en CAPEX, donc trop grosses dépenses d'investissement. Donc CAPEX, c'est une sorte d'acronyme pour Capital Expenditure. La deuxième raison, c'est le fait qu'en fait, elle paye trop d'intérêts et que malheureusement, elle ne dégage pas assez d'argent pour pouvoir payer ses intérêts. Elle a contracté trop de dettes avec des intérêts qui sont trop élevés. Et donc, ça fait en sorte que malheureusement, certes, elle avait un EBITDA qui était positif, mais qu'elle ne peut plus continuer ses opérations comme ça parce qu'elle ne génère pas assez d'argent, comme j'ai dit, pour pouvoir rembourser les intérêts. Et la troisième raison, c'est que par exemple, il existe d'autres, mais c'est que il y a une dette qui mature. Donc il y a une dette que vous avez contractée il y a 20 ans qui mature cette année. Et malheureusement, vous n'avez pas assez d'argent pour pouvoir la rembourser et donc vous faites faillite. Et oui, parce que justement, à la sous-question dont je vous ai parlé, qu'est-ce qui n'est pas inclus dans l'EBITDA? Il y a les choses suivantes.
Il y a toutes les dépenses justement en investissement, notamment les D&A, parce que quand vous regardez votre compte de résultat, donc là, en l'occurrence votre PNL si on parle d'EBITDA, en fait il y a l'EBITDA et en dessous de l'EBITDA il y a les D&A, mais bon elles ne sont pas prises en compte justement si on regarde que l'EBITDA. Et bien sûr, plus vous investissez dans tout ce qui est long term assets, plus vous aurez de D&A, etc. Et plus ça peut faire en sorte que votre résultat net soit négatif. Donc ça, c'est pas pris en compte dedans. Il y a bien sûr vos intérêts également, parce que quand on regarde encore une fois l'EBITDA, il y a des D&A, après ça donne notre EBIT et après les intérêts. Donc là, encore une fois, comme je vous l'ai dit, si malheureusement vous avez trop d'intérêts chaque année, votre résultat net il peut être négatif à cause de ça. Et ça ne prend pas en compte non plus ce qu'on appelle les one-time charges, donc en l'occurrence le remboursement de la dette, le paiement peut-être d'une amende ou ce genre de trucs. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs investisseurs qui ne veulent pas regarder que les l'EBITDA pour se donner un peu un avis de la santé financière de la société, parce que justement, comme je l'ai dit, ça exclut tous ces aspects-là qui sont quand même très importants. Et la troisième question pour clôturer cette vidéo est la suivante. Pourquoi est-ce qu'on regarde tant l'enterprise value que l'equity value? Parce que c'est assez intéressant d'avoir justement plusieurs points de vue. En fait, il faut reprendre la définition de qu'est-ce qu'est l'enterprise value, qu'est-ce qu'est l'equity value. L'equity value, c'est la valeur qui est attribuable aux shareholders, à ceux qui détiennent des actions de la société. Et donc ça, c'est ce que, entre guillemets, les gens perçoivent. Quand on regarde la market cap d'une société, on regarde généralement quand on va sur Google Finance, Yahoo Finance, etc., il y a la market cap, il n'y a pas l'enterprise value. Parce que la market cap, c'est vraiment la valeur qui est attribuable donc aux personnes qui détiennent par exemple des actions de Google. La market cap de Google, ça va être la valeur qui est attribuable à toutes les personnes qui détiennent des actions dans Google. Donc ça intéresse les gens. Mais il est super important de regarder l'enterprise value aussi. Donc l'enterprise value, c'est la valeur qui est attribuable à tous les investisseurs, donc que ce soit les investisseurs en actions, mais aussi les investisseurs en dette. Parce que en fait, l'enterprise value, c'est la vraie valeur de la société. Et la sous-question qu'on va sûrement vous poser à la suite de cette question, c'est dans le cadre d'une acquisition, qu'est-ce que vous allez regarder? Est-ce que vous allez regarder l'equity value ou est-ce que vous allez regarder l'enterprise value? Et en fait, dans le cadre d'une acquisition, on va donc acheter les titres d'une société, donc pour détenir la société. Mais ce qu'on va réellement regarder, c'est la vraie valeur de la société et c'est donc l'enterprise value. Pourquoi? Parce qu'il est très très important en tant qu'acquéreur d'acheter la société à sa vraie valeur. Voilà, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à commenter si vous voulez que je traite d'une question en particulier ou si vous voulez tout simplement que je vous présente d'autres questions qui sont un peu plus rares, auxquelles on ne pense pas forcément mais qui tombent quand même assez fréquemment en entretien. Donc mettez-moi ça en commentaire de cette vidéo. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée. C'était Hugues, à la prochaine.